Et si un sourcil valait plus qu'une maison? Ou un sourire assuré pour plus que ce que la plupart des acteurs gagnent au cours de leur vie? Dans les coulisses, les studios contractaient discrètement des polices d'assurance stupéfiantes pour leurs stars les plus rentables, couvrant tout, du sourire à $1 million de Marilyn Monroe aux pieds de danseuse de Ginger Rogers, et même le nez bulbeux célèbre de W.C. Fields. Nous entrons dans un chapitre étrange, mais très réel de l'histoire d'Hollywood. Les polices d'assurance étranges, extravagantes et souvent hilarantes, qui ont transformé des caractéristiques humaines en actifs financiers. Marilyn Monroe, un sourire d'$1 million. Peu d'images capturent l'essence du Hollywood des années 1950, aussi bien que le sourire éclatant de Marilyn Monroe. Née Norma Jean Mortenson en 1926, elle a évolué d'un modèle timide en symbole sexuel le plus durable au monde. Au moment où elle a joué dans The 7-Year Itch en 1955, son sourire lumineux était devenu sa marque de fabrique, un atout éclatant si précieux que son studio a souscrit une police d'assurance de $1 million contre tout dommage à ses dents ou ses lèvres. Cette police n'était pas un projet de vanité. Les assureurs exigeaient que Monroe subisse des examens dentaires réguliers et fournisse des dossiers photographiques détaillés pour établir une image impeccable de départ. Qu'il s'agisse d'une incisive ébréchée à la suite d'un petit incident ou d'une éruption d'herpès labiale sévère, toute déviation de son sourire documenté aurait déclenché le paiement. À une époque avant la technologie de retouche d'image, son sourire impeccable était essentiel pour vendre des magazines, des cartes postales et des billets de cinéma à travers le monde. Derrière le glamour, Monroe subissait des séances de maquillage exténuantes qui comprenaient des couches de rouge à lèvres vibrants et des moules dentaires élaborés conçus pour les gros plans. La police non seulement compensait les retards de production potentiels, mais servait également de témoignage sur la façon dont le système des studios traitait chaque trait physique comme une marchandise. Bien que la vie personnelle de Monroe ait souvent été tumultueuse, l'assurance sur son sourire soulignait la nature calculée du statut de star dans le Hollywood classique. C'était un rappel concret que derrière chaque sourire enchanteur se cachait un accord commercial avec en tête le résultat financier. La police d'assurance du sourire à $1 million de Monroe est devenue un symbole de la façon dont la beauté était méticuleusement emballée, protégée et commercialisée, une pratique qui deviendrait la marque de fabrique d'une industrie construite sur la promesse d'une séduction éternelle. Elizabeth Taylor, protégeant une collection de bijoux de $50 millions. La passion d'Elizabeth Taylor pour les pierres précieuses était légendaire. Dans les années 1960, sa collection extraordinaire, ancrée par le diamant Krupp de 33,19 carats, puis le diamant Taylor Burton de 69,42 carats qui a battu des records, est devenue un spectacle éblouissant en soi. Reconnaissant l'immense valeur financière et sentimentale de ces bijoux, les assureurs ont estimé sa collection entière à la somme stupéfiante de $50 millions, couvrant le vol, la perte et même les dommages. Les primes annuelles ont grimpé dans des montants à 6 chiffres, reflétant les risques élevés liés à la protection de tels trésors inestimables. La fascination de Taylor pour les diamants était apparente depuis son enfance, mais ce sont ses mariages très médiatisés avec des personnalités comme Mike Todd et Richard Burton qui ont mis sa collection sous les projecteurs. Après la mort tragique de Todd en 1958, Taylor a hérité du diamant Krupp, une pièce qui a immédiatement nécessité une assurance. En 1969, lorsque Burton lui offrit le colossal diamant Taylor Burton, un protocole strict était en place. Chaque exposition publique des bijoux, depuis les présentations privées jusqu'aux événements glamour sur le tapis rouge, nécessitait une notification préalable et des contrôles de sécurité sur place pour prévenir tout incident. Des évaluations méticuleuses étaient effectuées par les meilleurs gémologues, et les registres de sécurité de Taylor, tenus 24 heures sur 24, garantissaient que chaque pièce scintillante était continuellement surveillée. Au-delà de la simple protection, ces politiques symbolisaient le statut de Taylor en tant que royauté hollywoodienne. À une époque où les célébrités faisaient l'objet d'un examen public constant, l'assurance sur ces bijoux servait de déclaration puissante à la fois de richesse et de réinvention artistique. L'héritage scintillant de Taylor est ainsi lié à un monde où même les actifs les plus délicats et précieux étaient traités comme des investissements stratégiques, consolidant sa réputation en tant que diva ultime du grand écran. Audrey Hepburn, jambes assurées pour $1 500 000. Les jambes d'Audrey Hepburn étaient plus qu'un simple moyen de locomotion. Elles étaient l'instrument élégant qui la menait des studios de ballet raffinés d'Amsterdam aux grandes scènes de Hollywood. Connues pour leur élégance exquise et leur charme indéniable, les jambes de Hepburn sont devenues sa signature, si essentielle à ses performances qu'en 1955, Paramount Pictures a décidé de souscrire une police d'assurance de $1,5 million sur elle. Ajustée en tenant compte de l'inflation, cette somme équivaudrait à bien plus de 15
15 millions de dollars aujourd'hui, un témoignage clair de la grande valeur accordée à ses atouts physiques. Les assureurs ne prenaient aucun risque. Ils ont exigé des évaluations physiques biannuelles par les meilleurs spécialistes en orthopédie qui enregistraient méticuleusement son tonus musculaire, la santé de ses articulations et son état physique général. Des bobines de films d'archives documentant ses mouvements gracieux servaient de référence pour suivre tout éventuel déclin. Qu'il s'agisse d'une entorse, d'une fracture ou d'un épisode de tendinite, même la moindre blessure pouvant retarder ses séquences de danse ou ses tournages en extérieur était couverte par cette police. La carrière de Hepburn, définie par des films comme Drôle de frimousse en 1957, reposait sur sa capacité à captiver les spectateurs à chaque pas qu'elle faisait le long des rues pavées de Paris ou des pistes de danse sophistiquées de New York. Dans les coulisses, elle endurait d'innombrables heures en talons hauts et délicats, bas de soie, chaque pas étant un mélange d'art et de risque. Cette politique offrait non seulement une protection financière contre les arrêts de production inattendus, mais elle soulignait aussi la vision de l'époque des stars comme des investissements vivants et respirants. Les jambes assurées de Hepburn sont devenues une métaphore des enjeux élevés de l'art de la performance, où chaque pirouette était minutieusement protégée pour garantir que le spectacle puisse toujours continuer. Clark Gable, une voix valant 1 million de dollars. Clark Gable, couronné roi de Hollywood en 1934 lorsque Metro-Goldwyn-Mayer l'a signé à un contrat révolutionnaire, possédait une voix de baryton qui résonnait aussi profondément hors écran que dans ses films. En 1940, reconnaissant que sa voix était centrale à son attrait magnétique, MGM a souscrit une police d'assurance d'1 million de dollars spécifiquement pour ses cordes vocales. Cette police était conçue pour couvrir tout incident, des blessures à la gorge et laryngite aux accidents pouvant endommager définitivement sa boîte vocale. Pour garantir que l'instrument vocal précieux de Gable reste en parfait état, les assureurs ont imposé des exigences strictes. Des consultations régulières avec des coachs vocaux et des otorhinolaryngologistes étaient obligatoires, et des enregistrements détaillés étaient conservés pour servir d'empreinte acoustique de son état avant blessure. La police était particulièrement cruciale lors des tournages en extérieur, comme dans les westerns, où la poussière et la fumée présentaient de vrais risques. Si Gable perdait même quelques demi-tons de sa gamme distinctive, la compensation aiderait à couvrir les coûts liés aux pertes de contrats de films et de radio. La voix de Gable n'était pas juste un outil pour livrer des dialogues, c'était le cœur battant de son empire multimédia. Sa voix ornait des programmes radio lucratifs et des apparitions publiques, avec des studios tirant parti de sa qualité distinctive, en sortant des enregistrements phonographiques de ses lectures dramatiques. Pendant son service dans l'armée de l'air des États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, la police couvrait ses prestations destinées à remonter le moral des troupes. De cette manière, sa voix assurée est devenue un élément central de son héritage durable, garantissant que le charme de sa présence vocale ne flancherait jamais même face à l'adversité. Gary Cooper, le menton à 75 000 $. Gary Cooper, célébré pour sa beauté robuste et sa présence stoïque dans des films tels que Le train sifflera 3 fois en 1952, était un homme dont la mâchoire carrée était devenue aussi emblématique que l'ensemble de sa personnalité. Reconnaissant le pouvoir marketing de ce menton ciselé, le contrat de Cooper avec Samuel Goldwyn, production en 1941, incluait intelligemment une police d'assurance de 75 000 $ dédiée uniquement à la protection de sa mâchoire. À une époque où chaque caractéristique physique était scrutée pour son impact à l'écran, même une petite imperfection sur son menton aurait pu affecter son attrait. Pour maintenir l'état assuré de sa mâchoire, les souscripteurs médicaux exigeaient des radiographies dentaires régulières et des photographies détaillées de profil du visage pour documenter sa structure précise. La police d'assurance était minutieusement spécifique. Toute fracture, infection ou même une légère altération esthétique déclencherait un remboursement destiné à couvrir le coût des nouvelles prises de vue et des contrats publicitaires perdus. Cooper était connu pour réaliser bon nombre de ses propres cascades, de l'équitation dans des terrains accidentés aux bagarres dans les bars, chacun posant un risque réel pour ce menton emblématique. Plus qu'une simple partie de son visage, le menton de Cooper incarnait la détermination silencieuse et la résolution qui faisaient de lui une figure adorée à l'écran. Dans les gros plans, la ligne inébranlable de sa mâchoire exprimait un héroïsme robuste et une profondeur émotionnelle qui devenaient synonymes de ses rôles au cinéma. Cette politique unique soulignait une époque où Hollywood traitait même les traits faciaux les plus singuliers comme des investissements stratégiques, veillant à ce que chaque profil iconique reste intact pour les millions de personnes qui les admiraient. Bette Davis, sourcils assurés pour 50 000 $.
Et dans le monde vibrant du Hollywood des années 1930, peu de traits étaient aussi frappants et immédiatement reconnaissables que les sourcils parfaitement sculptés de Bette Davis, avant l'ère des tendances modernes de beauté, et avec du maquillage numérique, les sourcils audacieux et arqués de Davis, soigneusement épilés et peints à la perfection, sont devenus une marque visuelle qui définissait sa présence intense à l'écran. Après sa performance remarquable dans Jezebel en 1938, Davis a négocié une police d'assurance inhabituelle mais révolutionnaire de $50 000, couvrant spécifiquement ses sourcils. La police était aussi méticuleuse que novatrice. Les assureurs exigeaient que Davis soumette des photographies hebdomadaires, accompagnées d'inspections périodiques en personne, effectuées par des cosméticiens spécialement approuvés pour cette tâche. Des registres détaillés étaient tenus, notant chaque séance de maquillage des sourcils avec précision, depuis la courbure exacte obtenue jusqu'aux pigments spécifiques utilisés. Les maquilleurs travaillant sur des films comme Victoire sur la nuit en 1939 transportaient des moules de réserve pour s'assurer que ses sourcils restaient cohérents, même sous les lumières les plus dures des studios. Pour Davis, ses sourcils étaient bien plus qu'un simple trait cosmétique. Ils étaient un outil narratif. Dans les plans rapprochés, un arc subtil ou un léger changement d'expression pouvait exprimer 1000 mots, encadrant ses yeux et apportant une intensité qui est devenue sa signature. Cette police d'assurance était emblématique d'une époque où les studios considéraient chaque aspect de l'apparence d'un acteur comme un atout précieux, nécessitant une protection minutieuse. Même des décennies plus tard, les stylistes de sourcils et les historiens d'Hollywood citent la police de Davis comme un exemple précoce de l'approche innovante de l'industrie en matière de gestion des risques, où l'art rencontre le commerce de manière des plus inattendues. James Dean, main assurée pour $1 million. Quand James Dean a fait irruption sur la scène avec la fureur de vivre en 1955, ses mains expressives et agiles sont rapidement devenues des symboles de la rébellion juvénile et de l'émotion brute. Ses gestes, qu'il tremble d'angoisse, se crispent en défiance ou caressent doucement un volant, parlaient plus fort que les mots et étaient centraux à son personnage à l'écran. Reconnaissant l'immense valeur de ses mains, le studio de Dean a souscrit une police d'assurance qui les évaluait à $1 million. Pour protéger cet atout vital, la police exigeait que Dean subisse des évaluations mensuelles par des médecins spécialistes des mains. Des dossiers détaillés étaient tenus pour documenter l'amplitude des mouvements, l'état de la peau et la santé générale de ses mains. La police était conçue pour couvrir même les plus petites blessures, qu'il s'agisse d'une coupure, d'une entorse ou d'une tension des tendons, tout ce qui pourrait compromettre sa capacité à réaliser des gestes complexes à l'écran. Lorsqu'il tournait des scènes de conduite périlleuses ou effectuait des cascades risquant des blessures, des gants de protection et des protocoles de sécurité sur le plateau étaient appliqués rigoureusement. Les photographes et les photojournalistes ont capturé chaque mouvement subtil de ses mains, les transformant en images emblématiques d'un esprit rebelle. Même en dehors du plateau, la passion bien documentée de Dean pour la moto et ses frasques de casse-cou posaient suffisamment de risques pour justifier une telle politique. Bien que sa vie ait été tragiquement interrompue en 1955, l'assurance de ses mains reste une illustration vivante de la manière dont Hollywood a commercialisé même les plus petits atouts physiques. Cette politique a établi un précédent selon lequel les outils de performance, qu'il s'agisse des mains, des voix ou des sourires, étaient essentiels à la valeur marchande d'une star, garantissant que chaque geste expressif était à jamais protégé par le business de la célébrité. Ginger Rogers, pieds assurés pour $1 500 000. Bien avant que l'adage « Ginger Rogers faisait tout ce que Fred Astaire faisait, à l'envers et en talons » ne devienne partie intégrante du folklore hollywoodien, les pieds de la danseuse légendaire étaient déjà reconnus comme des instruments de magie et de précision. En 1940, après une série de succès musicaux triomphants, Rogers et RKO Pictures ont conclu un accord pour assurer ses pieds pour $1 500 000. Cette police a été conçue pour se protéger contre les risques inévitables liés à une carrière fondée sur des routines de danse, nécessitant une précision impeccable et une endurance infatigable. En vertu de cette police, Rogers subissait des évaluations podiatriques bimensuelles pour surveiller l'état de ses pieds. Des enregistrements vidéo de ces routines de danse étaient conservés pour servir de référence en matière d'agilité et d'articulation. Chaque claquement, glissade et rotation complexe était documenté avec des détails vifs. Que ce soit sur les grands escaliers de Swing Time en 1936 ou au milieu des salles de bal somptueuses de Shall We Dance, en 1937, ses pieds devaient répondre aux normes de performance les plus élevées. Pour protéger davantage son atout le plus précieux, Rogers portait des chaussures de danse sur mesure avec un rembourrage protecteur discret lors des répétitions et des performances sur le plateau.
La police d'assurance garantissait qu'en cas de blessure grave, comme un orteil cassé, une entorse à la cheville ou tout autre contretemps, le coût des factures médicales, de la perte de revenus et même du retournage des séquences de danse complexes serait couvert. Plus qu'une simple protection pratique, cette police symbolisait les enjeux importants des performances en direct dans une industrie où l'art physique était la monnaie du succès. Les pieds assurés de Rogers sont devenus une métaphore puissante de la discipline physique intense requise dans les extravagances musicales d'Hollywood, encapsulant à la fois la beauté et la vulnérabilité de l'art des danseurs. W.C. Fields, né assuré pour $50,000. Dans le domaine de la comédie classique, peu de traits étaient aussi instantanément reconnaissables que le nez bulbeux de W.C. Fields. En 1941, après le succès de son film comique, The Bank Deck, Fields a embrassé l'absurdité de sa propre image en souscrivant une assurance de $50,000 sur son nez. Ce n'était pas simplement un coup de publicité excentrique, c'était une mesure pratique pour protéger l'atout physique qui définissait son personnage. Les souscripteurs de la police ont exigé une documentation rigoureuse. Fields a été obligé de fournir des dossiers médicaux détaillés pour confirmer que sa structure nasale était exempte de polypes ou de problèmes chroniques des sinus. Des photographies régulières étaient également prises pour documenter le profil parfait de son nez, garantissant qu'une quelconque déviation de sa forme distinctive déclencherait un paiement. Sur de nombreux plateaux, des mesures de sécurité étaient même mises en place. Fields se voyait parfois fournir des protège-nez sur le plateau lors de scènes comiques physiques, où les collisions ou les chutes étaient une réelle possibilité. Le nez de Fields n'était pas seulement un trait du visage, c'était un élément essentiel de son timing comique. Dans chaque gros plan, ses proportions exagérées ajoutaient une couche d'humour qui rendait ses blagues d'autant plus mémorables. Ses contractions nasales et ses expressions comiques sont devenues une partie intégrante de la tradition du vaudeville qu'il aimait tant, et la police d'assurance était un témoignage de la compréhension par l'industrie que même les caractéristiques les plus inhabituelles pouvaient avoir une valeur financière. Aujourd'hui, l'histoire du nez assuré de Fields perdure comme une charmante relique de l'approche inventive d'Hollywood en matière de gestion des risques, une histoire qui continue de rappeler aux spectateurs que dans le monde de la comédie classique, même les détails les plus fantasques méritent d'être protégés. Mae West, poitrine assurée pour $75,000. Mae West a enfreint toutes les règles dans une industrie obsédée par la convention. Connue pour son audace à l'écran et sa célébration sans complexe de la sensualité, West a fait les gros titres non seulement pour ses performances, mais aussi pour ses manœuvres commerciales avisées. En 1937, après avoir ébloui le public dans des films avant le code, West a pris une démarche audacieuse en assurant sa poitrine pour $75,000. Cette police était un geste calculé, conçu pour protéger ce qui était sans doute sa caractéristique la plus célèbre, celle qui était devenue synonyme à la fois de son pouvoir de star et de son attrait iconoclaste. Pour appliquer cette politique, les assureurs ont exigé des examens médicaux réguliers pour confirmer que son tour de poitrine maintenait des mesures et une forme constante. Une documentation photographique détaillée faisait également partie de la routine, assurant que tout changement, qu'il s'agisse d'une fluctuation naturelle ou d'un incident sur le plateau, serait noté. Les costumes de West étaient conçus sur mesure non seulement pour accentuer ses courbes, mais aussi pour fournir des structures de soutien cachées. Ceci aidait à prévenir d'éventuelles blessures ou défaillances de costumes pendant les scènes physiquement exigeantes, des risques que la politique était conçue pour couvrir. Sur le plateau, West jouait avec une intensité qui défiait les contraintes strictes du système de studio dominé par les hommes, que ce soit en délivrant des dialogues osés dans She Done Him Wrong en 1933 ou en exécutant des poses dansantes spontanées dans I'm No Angel en 1933, elle exploitait son atout assuré à la fois comme une déclaration personnelle et professionnelle. La politique, tout en ayant une fonction pragmatique, a également suscité l'intérêt, alimentant les gros titres qui ont renforcé l'attrait de son film au box-office. Dans une industrie où l'audace était en soi un billet pour le succès, l'assurance poitrine à $75,000 de West reste un symbole d'une époque où Hollywood transformait l'attrait physique en une marchandise assurable et commercialisable. Frank Sinatra, voix assurée pour $5 millions. La voix de Frank Sinatra était un instrument qui a défini une génération, envoûtant les auditoires avec son timbre doux et velouté. Au début des années 1950, alors que Sinatra consolidait son statut d'icône polyvalente, son studio a reconnu que ses cordes vocales n'étaient pas simplement un outil pour chanter. Elles étaient un atout crucial méritant d'être protégé. Dans un geste audacieux, une police d'assurance de $5 millions a été souscrite sur sa voix, garantissant que tout dommage causé par des infections de la gorge, une fatigue vocale ou d'autres circonstances imprévues ne réduirait pas au silence le légendaire crooner.
Pour maintenir cet atout précieux, la police d'assurance de Sinatra exigeait des consultations régulières avec des coachs vocaux renommés et des otorhinolaryngologistes. Des enregistrements audio détaillés étaient archivés pour capturer la gamme complète et le timbre de sa voix, créant une référence contre laquelle tout changement pouvait être mesuré. Lorsque Sinatra se lançait dans ses tournées notoirement éprouvantes et se produisait dans des clubs nocturnes intimes résidence. Une équipe médicale dédiée était de garde pour administrer des traitements immédiats, que ce soit une inhalation de vapeur ou une période de repos prescrite pour éviter tout dommage à long terme. La voix de Sinatra n'était pas seulement un moyen d'expression musicale, c'était le centre de toute sa marque. Elle alimentait les émissions de radio, prêtait du gravitas à ses rôles au cinéma et devenait la pierre angulaire de contrats discographiques lucratifs. Pendant les années cruciales du retour de 1953 à 54, l'assurance vocale rassurait à la fois les investisseurs et les fans que rien ne compromettrait le son qui était devenu le symbole de l'esprit de l'Amérique d'après-guerre. Dans un secteur où une note manquée pouvait se traduire par des millions de pertes de revenus, la police d'assurance de 5 millions de dollars de Sinatra exemplifiait le côté pragmatique du statut de star, garantissant que les tons veloutés qui ont captivé des millions ne seraient jamais réduits au silence. Burt Lancaster, bras assurés pour 1 million de dollars. Le magnétisme à l'écran de Burt Lancaster n'était pas seulement défini par son charme viril, mais par la force même de ses bras. Connu pour réaliser lui-même de nombreuses cascades acrobatiques et séquences physiques, les bras musclés de Lancaster étaient indispensables à son image de star d'action. Après son rôle décisif dans The Killers en 1946, Lancaster et son studio ont souscrit une police d'assurance d'1 million de dollars sur ses bras pour se prémunir contre d'éventuelles blessures pouvant nuire à sa performance physique. Cette police exigeait que Lancaster subisse des évaluations orthopédiques biannuelles avec des enregistrements photographiques détaillés pour capturer la définition musculaire et l'état général de ses bras. Étant donné que Lancaster effectuait ses propres scènes de combat et réalisait des escalades dangereuses, le risque était bien réel. Des mesures de protection ont été mises en place sur le plateau, allant de rembourrage discret à une chorégraphie de cascade soigneusement étudiée pour minimiser le risque d'entorse, de lacération ou de fracture. La police était conçue pour couvrir toute blessure pouvant entraîner un retard de tournage ou nécessiter des reshoots coûteux. Les bras de Lancaster étaient plus que de simples muscles, ils étaient un symbole visuel de force brute et authentique. Dans les clichés promotionnels et sur les couvertures de magazines, ses biceps devenaient l'emblème de la prouesse physique, à une époque avant les effets générés par ordinateur. La politique des bras soulignait l'engagement d'Hollywood envers la physicalité authentique, même si l'industrie se dirigeait lentement vers des cascades assistées par la technologie. Elle illustrait également une tendance plus large, la transformation des attributs humains en actifs quantifiables et assurables, une pratique qui reste un chapitre fascinant dans les annales de l'histoire cinématographique. Alfred Hitchcock, suspense assuré, une légende de studio. Dans un monde qui valorisait les actifs tangibles, le cinéaste légendaire Alfred Hitchcock a réussi à brouiller les frontières entre mythe et réalité. Connu comme le maître du suspense, la capacité d'Hitchcock à tenir le public en haleine est devenue son atout le plus précieux. La rumeur disait qu'après le succès retentissant de films comme Fenêtre sur cour en 1954 et Sueur froide en 1958, des histoires circulaient dans son studio prétendant qu'il avait souscrit une assurance sur sa capacité même à créer du suspense évalué à 500 000 dollars. Bien qu'aucune police officielle n'existe dans les archives, cette histoire s'est répandue comme une traînée de poudre à travers les magazines de fans et les dossiers de presse, captivant l'imagination du public. La légende a été renforcée par des interviews avec des comptables de studio qui racontaient avec humour les primes de capacité créative, et par Hitchcock lui-même, qui n'a jamais vraiment nié le mythe. L'histoire était un coup de maître en matière d'autopromotion, une reconnaissance ludique que, à Hollywood, même les talents intangibles pouvaient être commercialisés. L'idée que le suspense lui-même, une qualité insaisissable, presque magique, pouvait être assuré à toucher une corde sensible dans une industrie où chaque risque créatif était mesuré en dollars et en cents. Que la police ait réellement existé ou non, le mythe de l'imagination assurée de Hitchcock perdure comme un témoignage du génie créatif qui a rendu ses films inoubliables. Cela nous rappelle que derrière chaque rebondissement soigneusement construit et chaque moment palpitant se cachait un mélange calculé d'art et de commerce, où même l'intangible était soumis à l'examen de la gestion des risques. De cette manière, l'héritage d'Hitchcock concerne autant l'art de la réalisation cinématographique que l'audace d'assurer l'inassurable. Walt Disney, imagination assurée, mythe et marketing.
Walt Disney était renommé pour sa créativité sans bornes, une qualité qui a transformé un petit studio d'animation en un empire du divertissement, alors que son influence s'étendait des courts-métrages d'animation aux parcs à thème à grande échelle et aux superproductions cinématographiques. Des rumeurs amusantes ont commencé à circuler selon lesquelles Disney avait souscrit une police d'assurance sur sa propre imagination, prétendument évaluée à $1 million. Bien qu'aucune police concrète n'existe dans un registre officiel, le mythe est rapidement devenu un carat. Premier élément du folklore du studio brouillant, les frontières entre stratégie d'entreprise et narration. Dans les années 1960, les communiqués de presse et les notes internes chez Disney Studios parlaient avec humour de primes à l'idéation créative, et les revues spécialisées publiaient des éditoriaux sceptiques mais fascinés débattant de la possibilité de quantifier l'étincelle inestimable de la créativité. Les employés se souvenaient de discussions humoristiques sur la façon de garantir la magie derrière des personnages comme Mickey Mouse ou même l'attrait sinistre du manoir hanté. Le mythe servait de brillant outil marketing, renforçant l'idée que le plus grand atout de Disney n'était pas un objet tangible, mais la capacité intangible de rêver. Même si la réalité de la politique reste non vérifiée, l'histoire de l'assurance imagination souligne une vérité fondamentale. Dans le monde de Disney, la créativité était considérée comme la plus précieuse des marchandises. Ce n'était pas seulement une astuce marketing intelligente, c'était un geste symbolique qui encapsulait l'esprit d'un studio qui croyait au pouvoir des rêves. Aujourd'hui, le mythe perdure comme un rappel charmant que parfois, la meilleure protection ne se trouve pas dans les contrats sur papier, mais dans la capacité infinie d'imaginer et de créer. Police d'assurance contre l'enlèvement par des extraterrestres de 10 000 à 10 millions de dollars. Dans les années 1950, alors que les observations d'OVNI et les rencontres extraterrestres capturèrent l'imagination du public, quelques assureurs audacieux décidèrent de profiter du phénomène en proposant des polices d'enlèvement extraterrestres. Allant de 10 000 $ pour les clauses basiques de retour de corps à des paiements de plusieurs millions de dollars pour ce qui était décrit comme une captivité extraterrestre prolongée, ces polices étaient aussi bizarres qu'elles étaient révolutionnaires. Les demandeurs devaient soumettre des affidavits détaillés décrivant leurs expériences présumées d'OVNI, accompagnées d'évaluations psychiatriques et de déclarations de témoins corroborants. Les primes variaient énormément. Les jeunes individus en bonne santé payaient généralement des tarifs modestes, tandis que ceux qui affirmaient avoir été en contact avec des extraterrestres pouvaient se retrouver avec des coûts annuels atteignant les 6 chiffres. Les politiques incluaient souvent des clauses qui excluaient la couverture pour les enlèvements survenant dans certaines zones à haut risque, comme à moins de 3 miles des installations militaires ou pendant certains jours de la semaine, reflétant les tentatives des souscripteurs de réduire le risque face aux nombreux rapports d'événements étranges. Il y a eu même des cas documentés où un assuré au Texas en 1978 a reçu un versement de 25 000 $ après avoir soumis des polaroids granuleux et une chronologie notariée détaillant une disparition de 6 heures attribuée à une rencontre extraterrestre. Bien que beaucoup considèrent aujourd'hui ces polices comme de simples curiosités ou objets de fantaisie, elles offrent un aperçu d'une époque où l'inconnu était à la fois craint et célébré. L'attrait durable de l'assurance contre les enlèvements extraterrestres réside non pas dans sa praticité financière, mais dans son témoignage de l'ingéniosité américaine et de la fascination culturelle pour l'inexpliqué. Même aujourd'hui, une poignée de sociétés spécialisées continuent à proposer ces polices davantage comme des objets de collection que comme une véritable gestion des risques, un héritage original d'une époque où même la possibilité de rencontres extraterrestres était assurable. Katharine Hepburn la voit à 2 millions de $. Dans les années 1940, le timbre rogue distinctif de Katharine Hepburn lui a valu une police d'assurance de 2 millions de $, une somme si élevée qu'elle rivalisait avec l'ensemble de son salaire contractuel. RKO Pictures, reconnaissant que l'interprétation vocale d'Hepburn était indissociable de son personnage à l'écran, a souscrit la police pour protéger son instrument contre toute menace, depuis la fatigue vocale et les nodules jusqu'à l'usure simple du travail constant en studio. Selon les termes, Hepburn devait suivre des séances hebdomadaires avec un coach vocal pour affiner le contrôle respiratoire et éviter toute surcharge. Des otorhinolaryngologistes effectuaient des examens laryngoscopiques trimestriels, documentant l'état de ses cordes vocales dans des dossiers médicaux méticuleux. Tout signe d'enrouement ou d'inflammation entraînait des périodes de repos immédiates, la police couvrant à la fois les jours de tournage perdus et la thérapie spécialisée. Dans The Philadelphia Story en 1940, les réalisateurs ont adapté sa manière de délivrer les dialogues pour minimiser la fatigue vocale, tandis que sur le tournage de The African Queen en 1951, le studio a envoyé des inhalateurs à vapeur portatifs et une équipe médicale pour protéger sa performance dans le climat humide africain.
Au-delà des plateaux de tournage, la voix de Hepburn était son ambassadrice lors d'interviews, d'émissions de radio et de tournées de soutien aux obligations de guerre. Elle l'utilisait pour projeter à la fois vulnérabilité et autorité, que ce soit pour demander du soutien en temps de guerre ou défier les normes de genre dans ses rôles. Anecdote de Katharine Hepburn par Susan Graver. Une biographie a décrit Hepburn insistant pour des répétitions silencieuses, pour les scènes chargées en dialogue, préservant ainsi son endurance vocale pour les prises. Lorsque des enrouements mineurs se produisaient, le studio appliquait la politique de pause, suspendre la production, plutôt que de risquer des dommages permanents. En assurant sa voix pour 2 millions de dollars, Hepburn et RKO ont établi une nouvelle référence pour la valorisation des talents intangibles. Ce n'était pas juste une protection, c'était une affirmation que sa puissance vocale, ce timbre inimitable, était aussi crucial pour sa légende que ses yeux perçants et son esprit indépendant. Bob Hope, légende à 500 000 dollars. Peu d'interprètes ont autant compté sur des pieds agiles que Bob Hope tout au long de sa carrière de 6 décennies. Dans les années 1950, Hope a souscrit une assurance de 500 000 dollars sur ses jambes. Bien que modeste selon les normes actuelles, cela reflétait les immenses exigences physiques de ses performances scéniques, comédies cinématographiques et légendaires tournées de l'USO. Souscrit par Lloyd's de Londres, la police couvrait tout accident ou blessure. Les jambes de Hope l'ont porté sur les scènes de vaudeville, à travers des numéros de danse élaborés dans des films comme En route vers Rio en 1947 et sur des scènes de fortune dans des postes militaires éloignés. La police nécessitait des examens podiatriques et orthopédiques semestriels avec des rapports détaillés sur le tonus musculaire, la stabilité des articulations et l'intégrité de la peau. Des photographies documentaient ses mollets et ses chevilles de profil, garantissant que toute entorse, fracture ou contusion profonde pouvait être comparée à un enregistrement antérieur clair. Pendant ses tournées avec l'USO, la politique de Hope s'est révélée précieuse. Il plaisantait souvent en disant que se produire sur un terrain accidenté et sous le feu de l'ennemi risquait plus qu'un simple faux pas comique. Cela risquait sa carrière. Selon Bill McKinney dans Bob Hope, The Great American, lors d'une tournée en Corée en 1952, Hope a glissé sur de la glace en saluant les troupes, souffrant d'une légère entorse à la cheville. La police couvrait le coût d'un bref séjour à l'hôpital, de la physiothérapie d'urgence et de l'envoi de son masseur personnel pour des soins de suivi. Dans les années suivantes, à mesure que la santé de Hope déclinait, ses jambes assurées sont devenues emblématiques de sa résilience. Il plaisante en disant « J'ai utilisé ma police 2 fois, mais ils ont toujours payé », intégrant la clause à son numéro sur scène. La police de 500 000 dollars pour ses jambes témoigne de la rigueur physique derrière le charme de Hope. Preuve que sous chaque blague et chaque gag de swing de golf se cachait un atout soigneusement protégé, essentiel pour maintenir le rire sur les champs de bataille comme à la maison. Ces polices bizarres n'étaient pas juste des histoires excentriques, elles étaient des bouées de sauvetage, dans une industrie où la célébrité était éphémère et les carrières ne tenaient qu'à un fil. Du sourire de Monroe à la voix de Sinatra, ces stars comprenaient que leurs traits les plus uniques étaient aussi les plus vulnérables. Mais la véritable histoire n'est pas l'assurance, c'est l'héritage. Ces polices protégeaient plus que des actifs. Elles préservaient des rêves, des héritages et la magie qui rendait l'âge d'or d'Hollywood inoubliable. Merci d'avoir regardé. Aimez, commentez et abonnez-vous, car vous ne savez jamais quelle histoire bizarre de Hollywood nous découvrirons ensuite.